L'aube fut lente à venir pour ceux qui avaient traversé la nuit sans repos, sans espérance et sans oubli. Couchés côte à côte sur une brassée de paille, dans une cellule de la prévôté de Pontoise, les frères Daunet attendaient la mort. Sur l'ordre du garde des Sceaux, ils avaient été soignés, ainsi leur plaie ne saignait plus, leur cœur battait mieux, et dans leur chair écrasée, il était revenu un peu de force, afin qu'ils puissent mieux éprouver les supplices auxquels ils étaient promis. À Maubuisson, ni les princesses condamnées, ni leurs époux, ni Mao, ni le roi lui-même n'avaient pu trouver le sommeil. Et Isabelle non plus n'avait dormi, obsédée par les paroles de Marguerite. En revanche, Robert d'Artois, après ses 20 grandes lieues de chevauchée, s'était écroulé sans même ôter ses bottes sur la première couche venue, dans le logis d'accueil. Lormet, un peu avant prime, dut le secouer pour qu'il ne manquât pas le plaisir d'assister au départ de ses victimes. Dans la cour de l'abbaye, 3 grands chariots bâchés de noir venaient de se ranger, et messire Alain de Pareil faisait aligner sous la clarté rose du petit matin les 60 cavaliers en gambisons de cuir, cottes de mailles et chapeaux de fer, qui formeraient l'escorte du convoi vers Dourdan d'abord, puis la Normandie. Derrière l'une des fenêtres du château, la comtesse Mao regardait le front appuyé au vitrail et ses larges épaules secouées de soubresauts. « Pleurez-vous, madame ?» demanda Béatrice d'Hirson, de sa voix traînante. « Cela peut m'arriver aussi, » répondit rudement Mao. Puis, comme Béatrice était déjà tout habillée, robe, coiffe et chape, elle ajouta « Sors-tu donc ?»« Oui, madame, je vais voir le supplice, si vous le permettez. » La place du Martroi, à Pontoise, où allait avoir lieu l'exécution des frères Daunet, était emplie par la foule lorsque Béatrice y arriva. Bourgeois, paysans et soldats y affluaient depuis l'aube. Les propriétaires des maisons qui donnaient sur la place avaient loué à bon prix leurs fenêtres de façade, où les têtes se pressaient sur plusieurs rangs. Les crieurs publics, la veille, avaient publié le jugement aux 4 coins de la ville. Roués, écorchés vifs, châtrés, décapités. Le fait que les condamnés fussent jeunes, qu'ils fussent nobles et riches, et surtout que leur crime fût un grand scandale d'amour éclaté dans la famille royale, excitait les curiosités et les imaginations. L'échafaud avait été monté dans la nuit. Il s'élevait à une toise du sol et supportait 2 roues placées horizontalement, ainsi qu'un billot de chêne. En arrière se dressait le gibet. 2 bourreaux, ceux-là même qui avaient infligé la question aux Daunet, mais à présent vêtus de bonnets et de surcots rouges, escaladèrent la petite échelle qui menait à la plateforme. 2 aides les suivaient, chargés des coffres noirs qui contenaient leurs outils. L'un des bourreaux fit tourner les roues qui grincèrent. Alors la foule se mit à rire, comme devant un tour de battleur. On lança des plaisanteries, on se cogna du coude. On fit circuler de bras en bras une cruche de vin qu'on tendit aux bourreaux, ils y burent, et la foule applaudit. Lorsqu'apparut entourée d'archers la charrette qui amenait les frères Daunet, un grand tumulte monta dans la place, et s'amplifia à mesure qu'on distinguait mieux les condamnés. Ni Gauthier ni Philippe ne bougeaient. Des cordes les liaient au montant de la charrette, sans lesquelles ils eussent été incapables de tenir debout. Les aumônières brillaient à leur ceinture, sur leurs choses déchirées. Un prêtre, venu recueillir leurs confessions bredouillées et leur dernière volonté, les accompagnait. Épuisés, pantelants, hébétés, ils semblaient n'avoir plus vraiment conscience de ce qui se passait. Les aides-bourreaux les hissèrent sur la plateforme et les dévêtirent. À les voir nus entre les mains des bourreaux, la foule alors fut prise de transe et poussa des hurlements. Quolibets et remarques obscènes s'échangèrent à travers la place. Les 2 gentilshommes furent couchés et liés sur les roues, la face tournée vers le ciel, puis on attendit. De longues minutes passèrent ainsi. L'un des bourreaux s'était assis sur le billot. L'autre éprouvait du pouce le tranchant de la hache. La foule s'impatientait, posait des questions, commençait à devenir houleuse. Soudain, l'on comprit la raison de cette attente. 3 chariots, dont on avait à demi relevé les bâches noires, se présentaient à l'entrée de la Grand-Rue. Par un suprême raffinement dans le châtiment, Nogaret, en accord avec le roi, avait ordonné que les princesses assistassent au supplice. L'intérêt des spectateurs se trouva partagé entre les 2 condamnés nus sous les nuages et les princesses royales prisonnières et rasées. Il s'ensuivit quelques mouvements de masse que les archers durent contenir. En apercevant l'échafaud, Blanche s'était évanouie. Jeanne, agrippée aux ridelles de son chariot, criait aux gens « Dites à mon époux, dites à monseigneur Philippe que je suis innocente !» Jusque-là, elle avait tenu ferme, mais sa résistance venait de céder. Les badauds se la montraient en riant, telle une bête de ménagerie dans sa cage. Des mégères l'insultaient. Seule Marguerite de Bourgogne avait le courage de regarder, et ceux qui l'observaient d'assez près purent se demander si elle n'éprouvait pas un atroce, un affreux plaisir à voir exposer aux yeux de tous l'homme qui allait mourir de l'avoir possédé. Lorsque les bourreaux levèrent leurs masses pour rompre les os des condamnés, elle hurla « Philippe !» d'un ton qui n'était point celui de la douleur. On entendit des craquements, et le ciel, pour les frères Daunet, s'éteignit. D'abord leurs jambes et leurs cuisses furent brisées. Ensuite les bourreaux firent pivoter les roues d'un demi-tour, et les masses frappèrent les avant-bras et les bras des condamnés. Les rayons et les moyeux répercutaient les coups, et les bois craquaient autant que les os.
Puis, les bourreaux appliquant les peines dans l'ordre prescrit, se munirent d'instruments de fer à plusieurs crocs et arrachèrent par grands lambeaux la peau des deux corps. Le sang giclait, ruisselait sur la plateforme. L'un des bourreaux dut s'essuyer les yeux. Cette sorte de supplice prouvait assez que la couleur rouge, réglementaire pour le vêtement des exécuteurs, répondait à une nécessité. Roués, écorchés vifs, châtrés, décapités. S'il restait encore quelque vie dans les deux frères d'Aunay, tout sentiment, toute conscience s'était retiré d'eux. Une vague d'hystérie agita l'assistance lorsque les bourreaux, à l'aide de longs couteaux de boucher que leur tendirent leurs aides, mutilèrent les amants coupables. Les gens se bousculaient pour mieux voir. Des femmes criaient à leurs maris « T'en mériterais bien autant, hein, gros paillard! Tu vois ce qui t'arrivera si tu me fais la pareille !» Les bourreaux avaient rarement l'occasion de donner si complète démonstration de leur talent, et devant un si chaleureux public. Ils échangèrent un coup d'œil et ensemble, d'un mouvement bien réglé de jongleurs, ils lancèrent en l'air les objets de la faute. Un plaisantin cria, montrant les princesses du doigt « C'est à elle qu'il faut les donner !» Et la foule éclata de rire. Les suppliciés furent descendus des roues et traînés vers le billot. La lueur de la hache brilla par 2 fois, puis les aides portèrent jusqu'aux potences ce qui restait de Gauthier et de Philippe d'Aunay, de ces 2 beaux écuyers qui, l'autre avant-veille, caracolaient sur la route de Clermont, 2 corps rompus, sanguinolents, sans tête et sans sexe, qui furent hissés et accrochés par les aisselles aux fourches du gibet. Aussitôt après, sur un ordre d'Alain de Pareil, les 3 chariots noirs, encadrés par les cavaliers en chapeau de fer, se remirent en marche, et les sergents de la prévôté commencèrent à faire évacuer la place. La foule s'écoula lentement, chacun voulant passer au plus près de l'échafaud afin d'y jeter un dernier regard. Puis les gens, par petits groupes, et se livrant leurs commentaires, s'en retournèrent, qui vers sa forge ou son étal, qui vers son échoppe, qui vers son jardin, pour y reprendre avec tranquillité le travail quotidien. Car en ces siècles où la moitié des femmes mouraient en couches, et les 2 tiers des enfants au berceau, où les épidémies ravageaient l'âge adulte, où l'enseignement de l'Église préparait surtout à quitter la vie, et où les œuvres d'art, crucifixions, martyrs, mises au tombeau, jugement dernier offraient constamment la représentation du trépas, l'idée de la mort était familière aux esprits, et seule une manière exceptionnelle de mourir pouvait un moment les émouvoir. Devant une poignée de badauds obstinés, et tandis que les aides lavaient les outils du supplice, les 2 exécuteurs se partageaient les dépouilles de leurs victimes. En effet, ils avaient droit par coutume à tout ce qu'ils trouvaient sur les condamnés, de la ceinture aux pieds. Cela faisait partie des profits de leur charge. Ainsi, les aumônières envoyées par la reine d'Angleterre allaient finir, aubaine rare, aux mains des bourreaux de Pontoise. Une belle créature brune, vêtue en fille de noblesse, s'approcha de ces derniers et, à mi-voix, d'un ton un peu traînant, leur demanda la langue de l'un des suppliciés. « On dit que c'est bon pour les maux de femme, » expliqua-t-elle. « La langue de n'importe lequel des 2, cela m'est égal. » Les bourreaux la regardèrent d'un air soupçonneux. N'y avait-il pas quelque tour de sorcellerie là-dessous? Car il était bien connu que la langue d'un pendu, surtout un pendu du jour, de vendredi, servait à évoquer le diable. Mais une langue de décapité pouvait-elle faire même usage? Comme Béatrice d'Hirson avait une belle pièce d'or brillante dans le creux de la main, ils acceptèrent, et, feignant de mieux assujettir l'une des têtes fichées sur le gibet, y prélevèrent ce qui leur était demandé. « C'est seulement la langue que vous voulez ?» dit Goguenard, le plus grand des 2 bourreaux, « parce que, pour marché égal, on pourrait aussi bien vous fournir le reste. » Rien décidément n'était ordinaire dans cette exécution. Sur la route de Poissy, 3 chariots noirs s'en allaient lentement. Dans le dernier, une femme au crâne rasé, en chaque village traversé, s'obstinait à crier aux paysans surgis sur leurs portes. « Dites à monseigneur Philippe que je suis innocente! Dites-lui que je ne l'ai pas honni !»